Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Vienne en septembre 1932 et il y a un grand discours qui réunit les nazis autrichiens. C'est Goebbels qui parle et qui promet l'unification des peuples germaniques dans un grand Reich. Inutile de vous dire que le nazisme s'est déjà beaucoup répandu, que tout le monde connaît Hitler. Dans la salle, c'est un triomphe. Et parmi les sympathisants exaltés, un ingénieur de 24 ans qui vient de sortir major de Polytechnique. Il s'appelle Otto Skorzeny. Il fait 1m95. C'est une force de la nature. Voix grave et puissante. Il est champion d'athlétisme, champion d'aviron, de natation, de Mensur, c'est-à-dire d'un sport de combat à l'épée. D'ailleurs, il a au visage une balafre sur la joue gauche qui lui donne un peu l'air d'un dur à cuire. Le lendemain de ce meeting, Otto Skorzeny adhère au parti nazi et le voilà qui entre dans la SA. On est en mars 38, c'est l'Anschluss. Hitler est en train d'annexer l'Autriche et le président autrichien Wilhelm Miklas a bien l'intention de résister, ce qui fait que des SA furieux vont attaquer le palais présidentiel à Vienne avec l'intention de faire la peau de Miklas. Seulement, Hitler ne veut absolument pas de ça. Il ne veut pas d'une exécution. Le parti nazi envoie tout de suite l'homme qu'il faut pour calmer les SA et vous m'avez compris. L'homme en question, c'est Otto Skorzeny, qui est toujours aussi charismatique du haut de ses près de 2 mètres, va s'imposer, reprendre le contrôle de la situation. Finalement, le président autrichien sera seulement déposé et remplacé. J'allais dire proprement. Skorzeny, il a 30 ans maintenant, va entrer avec les honneurs dans la première division SS, celle qui a été baptisée Adolf Hitler. On lui apprend toutes les techniques possibles de combat. C'est bientôt la guerre contre la France. Et puis ensuite, le voilà parti sur le front russe. Il se révèle un véritable foudre de guerre, un Reiter pour rester dans la terminologie germanique. Ses manœuvres sont toujours audacieuses, maîtrisées, efficaces. En Russie, on le voit capturer des foules de prisonniers et s'infiltrer derrière la ligne de front pour récupérer des compagnies allemandes qui étaient en difficulté. Et à chaque fois, il lui arrive d'être blessé, bien sûr, mais il survit à ses blessures. Ce qui aurait plutôt tendance à le terrasser, c'est son point faible à lui, ce sont des calculs hépatiques. L'état-major le retire du front, on le nomme instructeur technique à l'arrière et puis carrément chef du centre d'entraînement des unités d'élite. Il est donc à Friedenthal. Dans son autobiographie, il écrira une autobiographie qui s'appelle « La guerre inconnue ». Voici ce qu'il écrira. Ce qui, je crois, intéressa surtout l'état-major de la SS, c'est que je savais à la fois conduire et réparer les derniers types de chars allemands, les chars américains et les robustes T-34 russes, sur lesquels il fallait parfois passer les vitesses à coups de marteau. Je savais piloter un avion, une vedette rapide, évoluer dans l'eau, tirer assez bien au fusil et au revolver, commander un tir d'artillerie, diriger une unité de reconnaissance, construire un pont, écrire un rapport clair, etc. Bref, c'est l'élément d'élite, absolument celui que s'arracheraient tous les services spéciaux. Et Skorzeny n'en est pas moins nazi jusqu'au bout des ongles. Il trouve naturel de tester des munitions empoisonnées sur les déportés du camp de concentration d'Oranienburg. Ce sont des déportés français qui témoigneront de ces horreurs juste après la guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour l'heure, Skorzeny a toute la confiance d'Hitler qui, en juillet 1943, lui confie une opération majeure, l'opération Chêne, Eiche en allemand. Et l'opération en question, j'ai eu l'occasion de la raconter au micro, c'est cette espèce de coup de force incroyable pour aller sauver Mussolini. Après le débarquement des Alliés en Sicile, le Grand Conseil fasciste italien a renversé Mussolini, l'a enfermé pour pouvoir mieux négocier avec les Américains. Hitler tient à récupérer celui qui aura été quand même son fidèle allié. Et en quelques semaines, Skorzeny parvient à localiser le Duce qui se trouve sous bonne garde à Gran Sasso, dans les Abruzzes. Il est dans un sanatorium désaffecté, au sommet d'un promontoire cerné de ravins. On dirait le décor d'un film. Skorzeny
envoie des commandos SS en planeur qui vont encercler l'hôtel, qui arriveront à désarmer la garde, à enlever Mussolini, à le mettre dans un avion et à le ramener à Berlin devant Hitler, qui exulte. On apprendra plus tard que les gardes italiens avaient reçu l'ordre de ne pas résister, mais enfin, Scorzeni est présenté partout en héros. Et le voilà promu maintenant lieutenant-colonel. Ce qui ne veut pas dire que pour autant le succès soit toujours au rendez-vous. Par exemple, quand il faut capturer Tito, Tito, le chef de la résistance communiste en Yougoslavie, c'est l'opération Saut du Cavalier, on est là en mai 44. Scorzeni poursuit Tito jusque dans les grottes où il se cache, seulement le Yougoslave va s'échapper in extremis et ce sont les Russes qui finalement le récupéreront. Scorzeni s'arrangera pour minimiser son rôle dans ce qu'il faut bien appeler un fiasco. Décembre 44, Hitler ordonne une contre-offensive dans les Ardennes. Scorzeni monte une redoutable opération d'intoxication en envoyant des agents allemands sous uniforme américain et qui parlent très bien l'anglais. L'opération en question s'appelle l'opération Griffon. Il arrive à s'infiltrer dans les troupes américaines, à apporter de faux ordres du commandement américain, et les Américains se laissent berner pendant quelque temps, ce qui va offrir un peu de répit à la Wehrmacht en cet hiver 44-45 extrêmement dur pour les Allemands. Scorzeni maintenant est connu comme le loup blanc du côté des Alliés. On l'a surnommé Scarface. Les journaux anglais le qualifient d'homme le plus dangereux d'Europe. En février 45, il est encore là aux portes de Berlin pour tenter de bloquer l'avancée alliée en organisant de nouveaux leurres. Et à la fin d'avril 45, quand enfin Hitler va se suicider là dans son bunker, c'est l'armistice. Scorzeni n'a pas été totalement pris au dépourvu. Déjà depuis plusieurs semaines et même sans doute depuis plusieurs mois, il travaillait à une autre opération, mais il y travaillait complètement à couvert. Il s'agissait de monter une filière d'évasion pour ses camarades de la SS en direction de l'Espagne de Franco, en direction de l'Argentine du général Farrell, en passant par l'Italie. Cette filière, ça s'appelait Die Spinne, l'araignée en allemand. Ce n'est que 2 semaines après l'armistice que Scorzeni finit par se rendre aux Américains, parce qu'il a préféré se rendre aux Américains qu'aux Russes. Et le GI qui le réceptionne lui annonce « Profitez-en, car vous serez pendu dès ce soir ». Vous écoutez Radio Classique. Vous serez pendu dès ce soir, avait dit à celui qu'il venait d'arrêter le sergent américain, sauf que Scorzeni n'est pas pendu sur le champ. La nouvelle de son arrestation a remonté toute la chaîne du renseignement américain. Ça arrive bientôt à Washington, où Scorzeni est connu et reconnu comme un agent d'exception. Il y en a un qu'il connaît bien, c'est Alan Dulles, le célèbre chef de l'OSS Europe, qui s'apprête à créer la CIA, la CIA, si j'ose dire. Pour les Américains maintenant, la cible, évidemment, ce ne sont plus les nazis, ce sont les Russes. Et contre les Russes, on se dit qu'un certain nombre de nazis pourraient se révéler utiles. Dulles va donner une consigne, elle est claire, il faut protéger Scorzeni, vous m'avez bien entendu. Alors le colonel SS est quand même emprisonné, évidemment. Il est à Dachau d'ailleurs, il est inculpé. Mais il n'est pas inculpé de crimes contre l'humanité, seulement de crimes de guerre. On lui reproche d'avoir peut-être participé au massacre de plus de 300 prisonniers américains à Malmedy, dans les Ardennes, et d'avoir lancé un assaut sous faux pavillon avec de faux uniformes. Ça, c'est un crime de guerre. Les tests de munitions empoisonnées sur les déportés du camp d'Oranienburg-Sachsenhausen ont été passés sous silence. Pas un mot dans l'instruction de ces atroces exactions, ni dans l'accusation, malgré les premières plaintes de déportés qui essaient de se faire entendre. On voit même le grand chef de l'OSS américain, William Donovan, rendre visite dans sa cellule à l'ancien SS. L'entrevue fut très cordiale, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, dira Scorzeni. À son procès, des militaires américains et britanniques vont témoigner en sa faveur. Non, il n'était pas à Malmedy, dit-on. Et les attaques sous faux uniformes, les Britanniques les pratiquaient aussi, alors bon. Et le 9 septembre 47, écoutez bien ce que je vais vous dire, Otto Scorzeni, malgré tout ce que j'ai pu vous raconter,
Otto Skorzeny est acquitté. Il n'est pas libéré parce qu'il doit encore passer devant un tribunal allemand de dénazification comme tous les membres anciens du parti nazi. Mais fin juillet 48, le voilà qui s'échappe, miraculeusement on va dire. Il lui a suffi de grimper dans le coffre d'une voiture laissée sans surveillance dans la cour de la prison et de disparaître dans la nature. C'est en tout cas la version officielle. En réalité, Skorzeny, vous l'avez bien compris, a été récupéré par les Américains, conduit jusqu'à leur base secrète de Camp King, près de Francfort. C'est un agent de la CIA qui certifiera toute cette opération, toute cette procédure en 1993. On sait qu'il va vivre pendant quelque temps dans un chalet alpin pas loin de la frontière autrichienne. Et ensuite, c'est à Madrid qu'on le retrouve. Madrid qui est une des destinations de sa fameuse filière d'évasion, Die Spinne, l'araignée. Il continue d'ailleurs à exfiltrer des criminels nazis vers l'Amérique du Sud et en plus de ça, il va créer une société d'import-export de matériel ferroviaire et industriel qui s'appelle Atlantico. Atlantico trouve très vite un gros client, la World Commerce Corporation. En réalité, derrière cette société, il y a bien sûr la toute nouvelle et très efficace CIA. L'agence américaine est en pleine expansion, elle est en train d'essayer de rattraper le retard qu'elle pouvait avoir sur le KGB. Elle finance massivement ses réseaux en Europe par des sociétés écrans. Et parmi les sociétés écrans en question, il y a évidemment celle de Skorzeny. La CIA lui assigne une mission précise, mettre sur pied des commandos secrets dans le cadre des réseaux Stay Behind, des réseaux qui doivent lutter contre le communisme en Europe. D'ailleurs, ils vont créer des camps d'entraînement, notamment dans le Pays Basque. Même la DST et le SDEC français envoient leurs agents là-bas. Éric Branca, dans le roman des damnés, c'est Nazis au service des vainqueurs après 45, qui est paru chez Perrin l'année dernière. Éric Branca l'affirme. Il est chargé de parfaire la formation commando des membres du 11e bataillon parachutiste de choc, qui est le bras armé du SDEC. Et à partir de 61, il jouera un rôle essentiel dans l'encadrement de l'OAS avant d'être dissous par le général de Gaulle en 63. Bref, il est au cœur de toute une espèce de nébuleuse, orchestrée par des hommes de la CIA. Skorzeny se retrouve mêlé à l'assassinat de Kennedy. La thèse est avancée par l'historien américain Rolf Ganis dans une enquête qui est parue en 2018. Et qui conclut que la deuxième équipe de tueurs qui a tiré sur Kennedy était recrutée par Skorzeny, vous imaginez. Avec l'agent de la CIA, avec aussi l'argent des nazis, avec ses propres trafics, on peut dire de Skorzeny qu'il est au milieu de tout un réseau et qu'il brasse des millions. Il vit maintenant de façon opulente. À Madrid, il a une villa aussi à Majorque, tout un domaine en Irlande. Dans les années 50, il va offrir ses services à d'autres employeurs que la CIA. Il va devenir conseiller militaire du général égyptien Naguib, puis de Nasser. Tout ça est assez incroyable, bien sûr, et il crée pour eux une police, un service de renseignement, avec évidemment là-dedans des gens qui sont des anciens de la garde d'Hitler, de la Gestapo de Düsseldorf, il y a même l'ancien chef du camp de Buchenwald, vous imaginez un peu. Ils vont d'ailleurs monter les premiers groupes de combattants palestiniens et c'est ce qui attire l'attention d'un autre service secret et qui là est concerné au premier chef. Le service en question, c'est le Mossad israélien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, pour les services secrets israéliens, Skorzeny est un ennemi absolu. C'est l'ancien nazi que vous savez, maintenant au service d'un pays arabe, mais c'est toujours la même question avec lui, et c'est ce que nous montre Pierre Anquetin de bout en bout dans toute cette histoire, c'est que finalement, est-ce qu'il n'est pas plus utile au service en question vivant que mort? Début 62, le Mossad a lancé toute une opération de recrutement. Ça se passe dans un bar chic de Madrid. Skorzeny et sa nouvelle épouse, alors lui a 54 ans, son épouse est beaucoup plus jeune, ils sont là en train de siroter un cocktail quand le barman leur dit « Je viens de servir un autre couple allemand là au comptoir, je vous les présente ». Et les Skorzeny font connaissance avec deux touristes allemands, tout à fait séduisants, qui semblent un peu chamboulés. Ils racontent avoir été dépouillés par un voleur quelques heures plus tôt, ils ont plus de passeport et de visa, et de fil en aiguille, les Skorzeny en viennent à inviter les jeunes Allemands à passer la nuit chez eux, dans leur belle villa. Et une fois dans la maison, Skorzeny dégaine un revolver. « Je sais que vous êtes des agents du Mossad, vous êtes venus pour me tuer, dit-il. Vous avez à moitié raison. Nous sommes du Mossad, mais si nous étions venus vous tuer, vous seriez déjà morts depuis longtemps. Nous voulons seulement
vous demandez de nous aider. Pour le Mossad, c'est un pari gagné puisque Skorzeny ne semble pas hostile à une collaboration. Il demande simplement d'être rayé de la liste des criminels de guerre de Wiesenthal et surtout à garder la vie sauve, bien entendu, ce qu'acceptent les Israéliens qui vont le ramener sous fausse identité en Israël et le présenter au chef du Mossad, Isser Harel. On lui fait visiter le mémorial de la Shoah, Yad Vashem. Tout ça est complètement extravagant, hein. On lui confie une mission qui est d'anéantir le programme balistique non conventionnel de l'Égypte. Parce que les Israéliens savent que les Égyptiens sont en train d'élaborer toutes sortes de nouveaux missiles avec l'aide des Allemands. Skorzeny va devoir éradiquer la filière qu'il a lui-même mise en place. Et le voilà qui se met au travail. Et comme toujours, il est très efficace. Un seul exemple, celui de Heinz Krug en Allemagne. Cet ingénieur a participé à la construction autrefois des fusées V1 et V2. Ensuite, il a été recruté par les Américains pour intégrer la NASA. Et bien maintenant, il travaille pour Nasser. Et le Mossad va localiser Krug à Munich, où il tient une société d'import-export. Les Israéliens le harcèlent de coups de téléphone. Et un jour, à Munich, dans la rue, Krug tombe nez à nez avec Skorzeny. C'est un hasard qui a été arrangé par le Mossad, bien sûr. Krug voit en l'ancien SS un sauveur. Il lui demande de le protéger, lui et sa famille, lui fournir une nouvelle identité. Skorzeny accepte et lui fixe un nouveau rendez-vous. Inutile de vous dire que le rendez-vous en question sera fatal à Krug. Des officiers du Mossad certifieront que Skorzeny l'a abattu et que son corps ensuite a été simplement dissous dans l'acide. On voit aussi Skorzeny envoyer un colis piégé au centre de recherche égyptien. Les Israéliens posent des bombes. Grâce à Skorzeny, tous les ingénieurs au service des Égyptiens seront tour à tour identifiés, découragés et, pour certains, disons-le, éliminés. Bref, la mission qu'on lui avait confiée, une fois de plus, est une mission accomplie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le Mossad et Skorzeny vont longtemps rester discrets, évidemment, sur une collaboration dont le moins qu'on doit pouvoir dire est qu'elle est contre nature. On le voit quand même sur toutes les chaînes de télé occidentales, Skorzeny. Il est même au dossier de l'écran. En juillet 1975, ce jour-là, il est venu, il est en France pour faire la promotion de son livre, cette autobiographie dont je vous parlais, là, la guerre inconnue. Et à la sortie des studios des dossiers de l'écran, il y a un ancien déporté qui est là, qui l'attend et qui lui flanque un coup de cravache tout à fait vengeur et tout à fait symbolique. Il était temps, me direz-vous, car 6 mois plus tard, Skorzeny va succomber d'un cancer du poumon. Ces obsèques sont célébrées dans une église à Madrid et vous avez là, à Madrid, on est tout à fait à la fin de la période franquiste là. Vous avez les nostalgiques du Troisième Reich, pas mal de gens de l'entourage de Franco. On chante Ich hatte einen Kameraden, ce chant militaire allemand, et on fait le salut nazi. Et au fond de l'église, c'est Éric Branca qui nous le dit, il y a un homme qui s'appelle Joe Ranan, qui était l'ancien officier traitant de Skorzeny au Mossad. Vous écoutez Radio Classique.